Et le son est mis. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette toute première sur Twitch avec l'équipe d'Achik. ConfCall, donc c'est notre rendez-vous qu'on va espérer mensuel dans les prochains temps pour vous présenter justement toute la valeur des conversations en ligne et l'intérêt d'être bien présent sur le web social. On commence avec une première émission 100% maison, hein, avec des intervenants maison et un intervenant qui n'a pas pu venir. Mathieu, avant de commencer, on va demander à tout le monde si ça va et surtout on va faire un test son. Est-ce que tout le monde entend correctement tous les micros? Alors le mien c'est bon, mais ça permet de demander à Benjamin et Valentin de dire bonjour. Bonjour à tous, et je t'entends très bien pour l'instant. Benjamin? Euh, Steve. Ouais, parfait. Est-ce que au niveau du live, pardon, au niveau du chat, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que niveau son on est bon? Si vous pouvez le dire dans le chat, c'est parfait. Super. Merci Barbara. Parfait. Le son est plutôt bas. Ah bon? Ok. Alors, ça, je vais voir si on peut pas l'augmenter un petit peu. Allez, les premiers aléas du direct, c'est Ouais, les parti. premiers aléas du direct, normal. Est-ce qu'on peut modifier ça dans Discord? Je sais pas du tout. Est-ce qu'on peut monter le son du channel dans Discord directement? Valentin, c'est une petite question. Alors normalement, tu peux monter le volume de chacun, tu fais Ouais, en c'est faisant ça, clic hein. droit sur... ouais. Et sinon, dans Streamlabs, sur la table de mixage, normalement, tu peux Ouais, mais mettre le son. dans Streamlabs, pour l'instant, je suis à fond. Donc, je vais surtout essayer de parler plus fort et plus près du micro. Et on va essayer de faire ça aussi. Au pire, j'équilibrerai pendant le live. Donc, cette première émission, elle est consacrée à nos métiers, en fait, hein, modération, CM et technique. Alors, on a d'autres métiers aussi, on va le voir. Mais comment la technique peut nous permettre de lier tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour Benjamin, merci d'être là. On va se présenter hein, tout de suite. Simplement, on va commencer par les absents qui, du coup, ont tort de ne pas être là, mais ont de bonnes raisons. On avait Mathieu qui devait être avec nous, qui est l'un de nos développeurs et qui n'a pas pu être présent pour ce premier stream. Il le regrette, il passe le bonjour à tout le monde, bien évidemment. Et on a une pensée pour toi, Mathieu, qui nous écoutera en replay, pour le coup. On n'a plus qu'à y aller. On n'a plus qu'à y aller. Alors, on va peut-être se présenter. Donc, Hatchik, d'abord, pour le cadre, c'est une entreprise spécialiste des conversations en ligne. Ça fait des années qu'on accompagne la gestion, le traitement, l'écoute et l'analyse des conversations en ligne sur le web social en général, donc les réseaux sociaux, mais pas seulement, hein. Il y a aussi des forums, il y a les avis en ligne, il y a les commentaires des sites de presse, par exemple, à traiter, enfin tout ce qui est de l'ordre des conversations sur Internet et de ce type d'intervention avec plusieurs niveaux d'expertise et des métiers qu'on retrouve ici qui sont la modération, le community management et notamment la gestion des conversations en ligne, la veille et l'analyse, et puis bien sûr le conseil pour assurer la présence en ligne. Donc ce sont nos métiers et les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui pour cette thématique-là, c'est surtout les deux premiers, donc la modération et le community management. Donc comme vous l'avez compris, on fait tous les trois parties de l'entreprise Hatchik. Pour ma part, je suis directeur conseil et communication chez Hatchik. Et Valentin, lui, a une autre expertise. C'est ça. Donc moi, je suis chef de projet présence en ligne. Je participe à tous les cœurs de métier chez Alchic. Et aujourd'hui, je serai le modérateur, votre modérateur préféré sur le chat. Voilà, ça fait la transition entre ce que tu fais habituellement au bureau en partie et C'est ça. cette activité-là, bien sûr. Et tu fais aussi l'interface toi-même entre justement les besoins des modérateurs et finalement la partie technique. C'est ça. Je participe à un projet futur pour un nouvel outil de modération. Et j'interviens sur la partie, disons, visuelle, donc maquettage, prototypage, que je confie à Benjamin, qui sait en prendre soin. Donc, moi, c'est Benjamin. Je suis directeur technique ici à Chic. Et mon rôle, c'est de maintenir en place le système qu'on utilise.
l'outil SepScreen, qui nous permet en fait de pouvoir modérer les différents réseaux sociaux, et de créer un nouvel outil beaucoup plus moderne, utilisant des nouvelles technologies, que ce soit techniques ou aussi des nouveaux réseaux sociaux. Et donc en fait, je m'occupe de toute cette partie-là. Et justement, ça fait une sacrée occupation. On a enfin, on sent revenir dans nos métiers en ce moment la thématique de l'importance de l'outil, l'importance de l'intelligence artificielle, l'importance de ce traitement en fait automatisé, parfois 100% automatisé, des conversations en ligne, filtrer les conversations, avoir des algorithmes puissants qui permettent par exemple d'évacuer la haine en ligne, etc. En fait, nous, on a une philosophie qui est très ancrée et qui laisse une place très importante, bien évidemment, à l'humain et à cette expertise. C'est aussi pour ça qu'on voulait mettre en place, dès la première émission, cette thématique-là, au centre vraiment de nos préoccupations, parce que ça fait partie de nos convictions. En fait, on ne peut pas se passer d'humain pour forcément assurer nos métiers, mais même dans la technique, en fait, on ne peut pas se passer d'une véritable vision c'est cette technique qui doit servir une philosophie. Benjamin, c'est là-dessus que Oui, tu travailles, toi, ouais. là-dessus, moi, mon but principal, c'est de faire en sorte que notre force, ce sont les modérateurs et tout ce qui est technologie, algorithme, même les mots des fois qui sont tendance comme intelligence artificielle, deep learning et ainsi de suite, peuvent nous aider des fois à nous développer. Et nous, on reste une petite entreprise toulousaine qui a une vraie force grâce à son expérience et aux modérateurs qui ont des années d'expérience dans les réseaux sociaux. Et ça, moi, mon but, c'est d'arriver à utiliser au bon escient l'expérience des modérateurs, la façon dont Hachik a de travailler aussi, qui est très spécifique, et aussi les nouvelles technologies qui nous permettent, en fait, même pour une entreprise de taille moyenne comme la nôtre, d'utiliser des technologies d'intelligence artificielle, mais vraiment d'intelligence artificielle, comme ici, nous utilisons dans notre nouveau projet, ça va être l'intelligence artificielle de Google, Google Perspective, qui nous permet en fait d'avoir une analyse premier niveau par cette intelligence artificielle, mais derrière, la décision sera prise par un être humain, qui nous permettra en fait d'avoir vraiment le contexte, et tout ce que fera l'intelligence artificielle, c'est simplement éliminer un maximum de messages qui n'ont pas de vraie valeur ajoutée pour nous. Alors justement, on avait Mathieu, donc, qui devait être avec nous, qui est développeur, mais qui, avant d'être développeur, a été modérateur et community manager, donc qui faisait bien le lien en fait entre tous ces métiers et tous ces niveaux d'expertise dont on a besoin. Comment tu fais, Benjamin, au jour le jour, pour justement recueillir les besoins de toutes les équipes? En fait, déjà, c'est vrai qu'avoir un développeur dans l'équipe qui a déjà eu cette expérience en tant qu'utilisateur, ce qu'on appelle les key people, sont un atout précieux. Le point aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, et que Mathieu sera là pour le voir, c'est que aussi le métier de modérateur, ça évolue rapidement. Et en fait, on ne peut pas avoir être développeur à 100% et être modérateur aussi à 100%. C'est pas... Donc en fait, on n'oublie pas de prendre en compte le retour d'expérience des différents utilisateurs que nous avons en équipe. Le fait d'être à Toulouse nous permet en fait de pouvoir partager, d'avoir des retours directs dessus. Et c'est ça vraiment une des grandes forces que l'on a, c'est qu'on a des utilisateurs, que ce soit des community managers, des modérateurs ou même des superviseurs, qui peuvent nous faire un retour directement pour notre nouvel outil. Et on a ouais, effectivement Valentin, par exemple, qui va permettre de faire l'interface. Ça permet de repenser les besoins, ça permet aussi d'imaginer comment faciliter l'ergonomie, peut-être. Valentin? Oui, pardon. Oui, c'est l'occasion de repenser un petit peu, bon, pas tout, on n'est pas là pour tout casser non plus, parce que bon, l'outil qu'on a actuellement marche très bien en soi. Mais c'est vrai que, disons qu'il est un petit peu vieillot au premier abord. On parle quand même d'un outil qui a 10 ans, donc bon, pourquoi pas mettre un petit peu notre cher et tendre V6 au goût du jour, du moins avec un design un petit peu plus ergonomique, et puis
puis aussi de voir ce qu'on a envie d'intégrer dans ce nouvel outil et de se dire, finalement, est-ce que ça, on l'intègre plutôt à cet endroit-là de l'outil? Est-ce qu'on l'intègre plutôt là? Comment on peut bien agencer tous les éléments de manière à ce que ce soit cohérent visuellement parlant? Et voilà, c'est quand même un gros boulot. Un gros boulot. Ouais, ouais, non, effectivement, enfin, on a un outil qui vieillit, on a aussi de nouveaux défis qui viennent s'agréger. Benjamin, tu voulais peut-être dire quelque chose? Oui, je veux dire qu'en fait, il y a l'UX design, c'est quelle est l'expérience utilisateur, donc ici le modérateur. Il faut voir que nous, on vise un outil à usage interne. C'est-à-dire qu'il faut être, c'est des professionnels qui vont utiliser cet outil, qui va être formé. Et donc, en fait, on n'a pas forcément besoin d'être ultra intuitif comme on peut l'être avec des personnes qui devaient l'utiliser, par exemple, de l'extérieur. Mais ça ne néglige pas, en fait, d'avoir quelque chose de pensé pour être très, très actif. Ici, nous avons des modérateurs qui peuvent traiter des centaines de messages par heure, euh, pouvoir les accepter, les refuser, répondre ou réagir dessus. Donc, ça nécessite une interface graphique qui soit adaptée à cette utilisation-là. Nous avons d'autres outils dans le plus grand marché, qui est pour un public moins professionnel. Et là, on peut voir qu'ils ont un outil d'interface qui est très, très bien pensé pour une interaction, on va dire peut-être de un ou deux messages par demi-heure. Nous, on est sur d'autres volumétries. Et donc, en fait, il a dû adapter cette interface graphique et cette expérience utilisateur pour ce genre de volumétrie, pour les besoins internes à Chic. C'est exactement ça, le cœur aussi du besoin, c'est de pouvoir bien identifier ce qu'on entend par modération et par community management conversationnel chez nous. C'est le traitement effectivement de messages et le traitement de messages avec des volumes qui sont quand même conséquents. Toujours en maintenant cette qualité, toujours en maintenant cette capacité de détection des contenus les plus pertinents, ou en tout cas qui ont le plus besoin d'être identifiés, répertoriés comme tels, que ce soit pour lutter contre la haine en ligne, d'un côté, signaler des contenus dangereux, ou de l'autre, justement, identifier des éléments à forte valeur ajoutée, mais toujours le faire avec une logique quand même de volume conséquente sans perdre en qualité humaine. Enfin, en qualité de traitement. Et effectivement, la modération qu'on opère, ça va être certes des décisions de publication ou non de messages, mais ça va être aussi des décisions de signalement de messages, de remontée, etc. Donc il faut qu'on pense l'interface par rapport à ça. C'est vraiment ça la modération chez nous, hein, pouvoir faire ressortir aussi des tendances d'opinion, pouvoir identifier rapidement des dangers ou des logiques qui peuvent apparaître sur des fils de conversation. Et puis à côté de ça, pouvoir répondre, pouvoir animer. Et là, on a des besoins qui sont très très forts aussi. Pouvoir ajouter une brique de réponse, etc. Ça demande un certain développement. Et là-dessus, effectivement, il y a de grosses disparités par rapport à tous les espaces, hein, Benjamin. Ajouter une brique répondre ou un like sur Twitter et le faire sur Facebook ou sur d'autres plateformes, finalement, ça demande aussi d'agréger des logiques, des modules différents, quoi. Mais même à l'intérieur d'une même plateforme, par exemple, si on prend Facebook, euh, on- nous gérons chez Hatchick les messages publics et aussi les messages privés. Et rien que cette différence fait que nous ne pouvons pas traiter de la même manière. Les messages privés ne peuvent pas être refusés, les messages publics le peuvent. Un message privé a vocation à être répondu dessus. D'ailleurs, c'est ce que favorise Facebook en clôturant automatiquement une conversation qui n'a pas été répondue dans les moins de 24 heures. Donc voilà. Donc la brique de réponse, par exemple, en interne, sur du privé, va être avec une seule personne. En public, ça engage la responsabilité de la marque par laquelle nous parlons. Oui, Donc, effectivement, le fait de pouvoir traiter des messages publics et privés à la fois, messages privés, c'est-à-dire tout ce qui est messagerie, hein, les DM, etc., Facebook Messenger, les messages privés Twitter, etc. Évidemment, on ne va pas pouvoir y assurer une modération au sens de pouvoir refuser des messages, bien évidemment. En revanche, là, la réponse va être primordiale et il faudra l'intégrer, oui. Ça demande forcément enfin, une logique technique particulière. donc là, comme on peut voir sur le slide, ici on a une représentation rien que des réseaux sociaux les plus développés, en sachant qu'il y a à peu près un réseau social par mois qui se lance.
et qu'on a du mal à suivre. Donc, je pense à, par exemple, SoundCloud ou BitCloud qui... Clubhouse, tu veux dire? Clubhouse, ouais. Clubhouse, j'ai dit SoundCloud, Clubhouse. c'est Ah oui, vieux. Ceci dit, on a des je suis commentaires vieux. aussi, hein. Non, Clubhouse, oui, ou BitCloud, ah, ça, c'est les nouvelles réseaux sociaux. Donc là, rien que quand on voit les réseaux sociaux qui ont une certaine puissance, une certaine attractivité pour les différentes marques que nous représentons, on peut voir qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ont chacun une philosophie de travail vraiment différente. Par exemple, Twitter n'est pas là pour masquer certains messages, quand on parle de pure modération. Alors que Facebook, une des premières choses qu'ils ont été inventées, c'était grâce à eux, c'est le fait de masquer. Avant, on supprimait les messages, maintenant on les masque pour que la personne toxique qui fait un message et voit son message. Et ça la rassure et ça évite à cette personne-là de harceler les autres personnes dans la modération. Alors on a... Donc en fait, Oui, pardon. non, vas-y, vas-y. Non, non, juste, je voulais rebondir sur le chat, mais ça va être un autre sujet, donc tu peux terminer ta phrase sans aucun souci. Donc voilà, ça c'est pour les systèmes de modération qui nous permettent vraiment d'être des philosophies directement de chaque plateforme qu'il y a. Quand on parle par exemple de TikTok, ça va pas avoir la même philosophie que LinkedIn. LinkedIn, on est vraiment sur quelque chose de professionnel. Et ça, c'est expérience utilisateur. Nous, d'un point de vue technique, on se retrouve à utiliser ce qu'on appelle des API, sorte de porte d'accès vers ces différentes plateformes. Et là aussi, chaque plateforme a une réflexion qui est complètement différente. Donc, je prends par exemple les API de LinkedIn. Elle a une approche beaucoup plus haut niveau. Elles ne sont pas vraiment au niveau du commentaire. Lui, c'est plutôt au niveau de la publication. On pourra avoir beaucoup de statistiques sur savoir combien il y a eu de réponses et ainsi de suite. Mais pour prendre les réponses, les détecter, savoir quelles sont les nouvelles réponses et comment on peut les modifier, ainsi de suite, et c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pas pensé pour. Alors que Facebook, qui est un système beaucoup plus ancien, enfin ancien au sens réseau social, lui, on a une vision au niveau de du message, du commentaire. Si je prends par exemple YouTube, YouTube, lui, c'est simplement du texte. On commente des vidéos sur le texte. On met 2 ou 3 emojis et ainsi de suite. Alors que sur Facebook, on peut mettre des commentaires, on peut mettre des gifs, on peut mettre des images, on peut uploader des vidéos. Et donc ça nécessite une philosophie différente et donc des API différentes. Donc nous, en tant que technique, on doit connaître et mettre à jour ces connecteurs-là. Ça veut dire que les connecteurs, c'est entre notre système et différents réseaux sociaux. On a besoin en fait de pouvoir récupérer les messages. Oui, et puis Et donc pour les récupérer, vous avez besoin de garantir une unité de traitement de tout ça, quoi. Que pour les modérateurs, ça puisse être totalement uniforme. totalement, Enfin, totalement. oui, Oui. dans les possibilités en fait, c'est qu'on on doit faire des choix. Donc on reviendra à la fin Et de la présentation du conf call. si je peux rebondir sur ce que Benjamin disait, on a aussi en ce moment enfin, de plus en plus de personnes qui envoient des messages audio aux marques. Et ça, c'est complètement un autre sujet. Là, on est au-delà d'une image ou du texte. C'est vraiment les messages audio. Enfin, moi, j'en vois quelques-uns passer souvent. Et bah, à mon avis, ça va se démocratiser. Ça va être de plus en plus utilisé. Donc, est-ce que techniquement, ce sera possible dans le futur aussi? En fait, Pas de techniquement, spoil. il y a techniquement en fait récupérer des données, c'est pas forcément un problème en tant que tel. C'est plutôt de les analyser et de les traiter de manière automatisée. Euh, Hmm. donc là, pour ce qui est du texte, on commence à avoir déjà l'expérience pour détecter des mots-clés, ça c'est en interne, pour détecter des expressions sur l'actualité, réagir sur l'actualité. Par exemple, la ville de Rambouillet, de suite on comprend depuis 2 semaines pourquoi c'est quelque chose de très présent, alors qu'il y a 2 mois, on n'aurait jamais vu de commentaires portant sur la ville de Rambouillet. Que ce que les intelligences artificielles ne peuvent pas détecter à l'heure actuelle parce qu'elles ne sont pas assez rapides. Les intelligences artificielles là, qui ont des traitements sur le langage naturel, eux, ils vont pouvoir détecter des phrases comme je te tue ou
ou je vais te tuer, ça, ce sont des expressions qu'ils vont connaître. Par exemple, euh, j'espère que tu ne sauras pas rambouiller ou ainsi de suite. C'est quelque chose qu'ils ne pourront pas détecter à cause du contexte qui a changé très rapidement. Ouais, Donc ça, exactement. on est uniquement sur du texte. Donc c'est assez facile à utiliser. Là arrivent après les images. Est-ce que savoir si une image est choquante ou pas, et ainsi de suite. Donc là, ça commence à arriver. Les intelligences artificielles de Facebook arrivent à être, par exemple, sur la nudité, à être assez fortes là-dessus. Malheureusement, elles confondent encore des pêches avec des fesses et des melons avec des seins. Donc on voit qu'il y a encore des imperfections. Donc là, comme pour réagir à ce que tu disais, tout ce qui est vidéo ou son, alors pour analyser ça, mais il y a encore beaucoup de progrès Mm. de le voir. Et donc, c'est pour ça que nous, on n'est pas parti sur du full automatisé. Oui, Certaines de nos solutions, certains de nos concurrents sont en full automatisé. Nous, on n'est pas là-dessus. Pourquoi? Pour garantir que si jamais il y a du son qui arrive, par exemple, un message privé, on a des fois des personnes qui vont, si, je sais pas, on prend un cas extrême, mais une personne qui va dire qu'elle va se suicider par du son, il faut que ce soit un humain qui l'entende complètement. et qui puisse l'analyser, quoi. Même pour du texte, en fait, c'est évident qu'en travaillant avec l'actualité, et c'est tout l'enjeu de la modération pour les médias, on ne peut pas simplement se limiter ou s'en tenir simplement à une intelligence artificielle. On a ressorti il n'y a pas très longtemps un élément du web social qui est intéressant, qui porte sur les carènes. Alors, carène, c'est un mot qui est devenu un peu générique pour parler, ça vient d'Amérique du Nord, hein, et c'était pour parler justement de la femme blonde type classe moyenne avec des penchants très traditionnalistes, voilà, et qui pense que tout le monde va lui piquer son travail. En gros, sauf que les Karen, c'est aussi une minorité qui est opprimée en Birmanie en ce moment et qui est vraiment au cœur de l'actualité. Donc effectivement, si on n'a pas le contexte, on ne peut pas s'en tenir simplement à l'utilisation d'un mot qui reste un prénom quand même, donc qui pose pas de problème. Il faut vraiment avoir une lecture du texte dans sa globalité et avoir une compréhension des phénomènes qui traversent le web social pour vraiment comprendre ce qu'il faut faire en modération et quels sont vraiment quel est le sens de ce qui est vraiment posté, quoi. Donc Ouais. effectivement, on a beau filtrer et derrière la décision revient à un humain, c'est certain. Que ça fait partie des défis techniques, c'est arriver à trouver le juste milieu. Pour qu'on en puisse éliminer, ou en fait plutôt, quand on parle d'éliminer, d'accepter rapidement ou refuser rapidement des messages à faible valeur ajoutée. Par exemple, bonjour sur une page, ça n'a pas forcément de grande valeur ajoutée. Ou connard, ça n'a pas forcément non plus que s'appelle, de valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses qu'on doit essayer d'éliminer le plus vite possible. Oui, Pour tout ce qui est les angles morts, par exemple, de l'intelligence artificielle, il faut les connaître aussi. Par exemple, tout ce qui est scam, euh, tout ce qui est valise magique, savon de chance, grand marabout du, euh, du 31. ouais. Oh, Ça, techniquement, une intelligence artificielle, elle ne peut pas dire si c'est vrai ou pas vrai. Et donc là, si on demande à une intelligence artificielle est-ce que ce message est dangereux ou pas, lui, il n'est pas capable de le détecter. Et pour ça, nous, on est obligé d'avoir à détecter rapidement ce genre de scam. Et on sait aussi la capacité qu'ont ces personnes-là de modifier leur texte très rapidement et de pouvoir ajouter rapidement de nouveaux, par exemple, mots ou de nouvelles expressions, de types d'expressions pour déjà polluer certaines places et essayer d'arnaquer des personnes. les marabouts, effectivement, les formules reviennent à peu près toujours de manière identique, mais quand même, il y a des petits changements qui s'opèrent à la marge et qui donc permettent aux nouveaux marabouts à chaque fois de passer entre les mailles du filet. D'ailleurs, si vous connaissez un bon marabout qui transforme le Wi-Fi en fibre pour assurer parfaitement un stream, ça peut intéresser des personnes ici même. Donc, n'hésitez pas à nous faire part des bons plans, bien sûr. Mais effectivement, tout ça, il faut qu'on puisse l'appréhender de manière plus sérieuse au niveau du filtrage et tenir à jour ces éléments-là quasiment au quotidien, ouais, en effet. Et en Euh, fait, le deuxième défi qui arrive, c'est le défi des quotas. Donc, là, ici, depuis, on va dire, 4 ans, depuis l'affaire Cambridge Analytica sur Facebook,
nous avons un changement de philosophie des réseaux sociaux. Pendant longtemps, depuis leur création jusqu'à à peu près 2018, 2017, voire, l'arrivée des campagnes de Trump, c'était de se faire connaître. Je prends le maximum de personnes qui viennent sur nos réseaux sociaux et j'ouvre aux différents tiers développeurs pour que ça enrichisse notre application et qu'il y ait plus de monde qui vient. Et donc là, en fait, si je prends uniquement l'exemple de Facebook, ils sont arrivés à prendre maintenant la moitié de la planète, donc c'est un peu mal. Mais en fait, pendant des années, c'était venez, 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 venez. Donc on ouvre les vannes et ainsi de suite. Et c'est pour ça que des personnes comme Cambridge Analytica et ainsi de suite ont pu prendre et siphonner les bases de données de Facebook pour arriver à leur fin. Et donc là, ils ont mis en place, eux et différents réseaux sociaux, ce qu'on appelle les quotas. Donc les quotas, c'est pour dire que une entreprise tierce comme nous, on est à Chic, nous on se base sur les plateformes comme Facebook et avec leurs API, on va récupérer de l'information. Donc nous, on est très concentré sur les messages et les commentaires. Par contre, d'autres entreprises tierces peuvent se concentrer sur d'autres parties, comme les jeux vidéo ou plutôt la monétisation ou la création de contenu. Et donc, en fait, pendant longtemps, c'était on demandait, on récupérait et c'était tout. Maintenant, en fait, ils mettent en place des quotas, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on peut pas demander plus qu'une certaine volume de données qui est un rapport, par exemple pour Facebook, c'est par rapport au nombre d'utilisateurs de l'application, ou alors par rapport au nombre de pages d'utilisateurs qui ont aimé une page. En fait, il y a différents types de quotas, c'est ça qui est génial et sur laquelle on doit connaître les différents réseaux sociaux. Par exemple, sur YouTube, c'est uniquement un quota au niveau de l'application sur laquelle on doit déclarer. Et en plus, on doit définir les différents droits et on a un quota sur les différents droits. Par exemple, sur Facebook, on doit dire, moi, je récupérer le nom de la personne. Je dois récupérer le commentaire. Je dois récupérer le post qui est là-bas. J'ai la possibilité de répondre. Et tout ça, en fait, on doit le justifier. On a une phase d'approbation de notre logiciel à Facebook. Approbation qui est longue, difficile. On doit faire des vidéos, de montrer comment ça marche. Il y a des personnes qui veulent se connecter à notre application pour montrer comment ça marche. Et donc, en fait, il faut 2 ou 3 semaines, des fois, pour se faire valider un droit. Et donc, ça, c'est le principal défi technique que l'on a à l'heure actuelle. C'est que quand j'ai 10 connecteurs, je dois avoir 10 quotas différents et 10 approbations différentes que je dois maintenir. Parce que Facebook a, par exemple, changé ses quotas. En 3 ans, ils ont changé une dizaine de fois la façon de calculer les quotas. Et je tiens un bug officiel ouvert chez eux depuis maintenant 9 mois et sur laquelle j'ai pas eu de réponse. Non, mais on a toute une équipe qui est sensibilisée à ces quotas, hein. Je pense qu'on est tous très très conscients. C'est pour ça qu'on a quelques réactions dans le chat aussi. Forcément, on sait tous à quel point ces questions-là sont cruciales aussi pour assurer bah, le bon développement, en fait, le bon déroulement de nos opérations, mais aussi un développement pérenne pour la suite, effectivement. Euh, Bonjour à Marceline, effectivement. Juste pour revenir un tout petit peu en arrière avant de parler bah, du développement d'un outil, il y avait une petite remarque, vivement la modération OnlyFans tout à l'heure. Blague à part, en fait, bah, qu'est-ce qui fait qu'on retient... Oui, parlons OnlyFans, très très bonne idée. Il y a deux Non, mais autres qu'est-ce qui fait réseaux. qu'on retient un réseau social plutôt qu'un autre? Bah, c'est très clairement l'usage et la pérennité. Et s'il y a un véritable besoin qui est exprimé par nos clients, on va y aller. Si effectivement il n'y a pas de besoin ou que c'est simplement un effet de mode, ce qui peut encore être le cas de Clubhouse, hein, effectivement, peut-être que tout un développement ne sera pas forcément nécessaire pour intégrer ça de manière pérenne dans un outil. Donc c'est quand même des Et, réflexions qu'on mène et on fait des tests très régulièrement, hein, Benjamin, sur les différentes plateformes. mais surtout qu'il faut maintenir parce que même si une fois on est à l'intérieur, il faut maintenir le connecteur. C'est pour ça que c'est pas man neutre un coup, pardon. Mais des fois, par exemple, le TikTok qui maintenant commence à vraiment prendre de la valeur.
eux, ils n'ont pas ouvert leurs API. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas, de manière officielle du moins, se connecter à TikTok pour récupérer les commentaires et pour que nous, on puisse le gérer de façon un peu plus, on va dire, industrielle. Donc en fait, non seulement on doit faire le choix des différents réseaux sociaux, euh, parce qu'on passerait notre vie, si on devait mettre une centaine de réseaux sociaux, il faudrait déjà que nos clients soient sur le réseau social, qu'ils soient utilisés, que nous, en tant que développeurs, qu'on en passe du temps à étudier, à maintenir ce système-là. Et d'un autre côté, il faut aussi que chez les réseaux sociaux, dans le réseau social, ils aient ouvert les API que nous, on puisse utiliser. Et TikTok me semble déjà un bon exemple. Oui, exactement. Je voulais C'est ressortir l'avenir. à chaque plateforme ses particularités. Mais effectivement, c'est un défi pour maintenir une plateforme qui est existante. C'est d'autant plus un défi pour développer justement une nouvelle plateforme. Également, hein, si on veut mettre totalement à jour un outil en fonction de pratiques qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer, il faut tenir compte de tous ces éléments. En ce moment, bon, c'est pas ton occupation à plein temps, mais quasiment, hein, Benjamin, quand même. C'est vraiment de développer un outil de gestion des commentaires. On en a un, bien sûr. Simplement, les usages changent, les besoins aussi, les réseaux sociaux aussi, mais les besoins dans ces réseaux sociaux également. Et il y a une bascule technologique qui doit certainement s'opérer. Oui, en fait, notre outil que l'on utilise à l'heure actuelle pour la récupération des commentaires, pour la centralisation des commentaires des différents réseaux sociaux commence à vieillir. Et donc nous, on est parti sur des nouvelles technologies. En parlant maintenant, on est sur Java Spring et de l'Angular dernière génération. Donc ça, c'est pour montrer qu'en fait, on utilise vraiment sur les dernières technologies. Ce qui nous permet en fait d'avoir des API plus faciles, déjà fournis dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, on utilise euh, des logiciels open source pour se connecter. Donc généralement, il y a des personnes qui ont créé les connecteurs, par exemple pour Facebook, pour LinkedIn et ainsi de suite. Ça, c'est grâce à une communauté open source sur laquelle nous essayons aussi de contribuer. Mais si le travail n'est pas fait, c'est à nous de tout refaire. Et donc, par exemple, pour les toutes nouvelles réseaux sociaux, il n'y a pas de connecteurs qui sont, ou au moins d'API, qui ont été construites. Donc, c'est à nous de les construire. Et ça aussi, c'est un gros travail à faire de notre côté. Oui, globalement, de notre côté, les besoins sont surtout centrés sur Facebook, Twitter, YouTube pour l'instant. Et on a aussi forcément des enjeux autour de LinkedIn, TikTok, comme on l'a dit tout à l'heure. Instagram, bien sûr, évidemment qu'on a Instagram de développer. Il y a beaucoup d'autres réseaux, il y a beaucoup même d'autres, au-delà des réseaux, hein, d'espaces de commentaires en fait qui peuvent être susceptibles d'être connectés, notamment sur les avis en ligne. Effectivement, tout ça, ça demande une recherche Mais de tous les oui, comme instants, on quoi. l'avait vu Oui, avec Amazon, par exemple, les avis Amazon dessus. Malheureusement, en fait, les commentaires, c'est la partie pauvre des API des différents réseaux sociaux ou des différentes sociétés. Euh, Parce qu'une fois qu'ils ont été mis en place, ils vont pas forcément y toucher. Et eux, ils vont surtout se concentrer sur là où ils gagnent de l'argent, c'est-à-dire le système de vente. Par exemple, sur Facebook, tout ce qui est gestion de publicité, une marketplace et ainsi de suite. Là où en fait il peut y avoir des interactions pour vendre des choses, là Facebook, on sent qu'ils mettent moyen dessus. Par exemple, tout ce qui est commentaires, même si nous on sait que c'est très engageant et que c'est ça qui fait vivre une communauté autour d'une marque ou autour d'un produit, malheureusement, c'est pas forcément la priorité pour les grosses boîtes. ça, Là, effectivement, c'est un biais hein, qui existe depuis des années et c'est un travers de tous les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, les deux termes de réseau et social, enfin réseaux sociaux, sont extrêmement bien identifiés et que donc il s'agit quand même de mettre en avant des interactions, des discussions, des conversations. Et qu'en fait, le parent pauvre de ces réseaux sociaux, c'est la matière disponible pour justement administrer au mieux ces commentaires, ces conversations
Et en fait, les statistiques sont des statistiques d'audience, de performance, d'engagement sur Facebook par exemple, hein, mais pas seulement. Et les statistiques disponibles ou les leviers disponibles pour vraiment administrer les conversations sont, comme tu disais, le parent pauvre. Et savoir combien de messages ont été reçus par exemple dans Facebook Messenger sur Facebook, depuis le business manager de Facebook, ça reste très très compliqué. Comme si effectivement les conversations étaient là pour faire joli, alors que clairement elles sont supposées être au cœur du projet des réseaux sociaux. Donc nous, techniquement, forcément, ça joue beaucoup sur notre développement. Il y a aussi un petit scandale qu'il y a eu il y a quelques années. C'était sur les publicités Facebook à propos des vidéos. Ils avaient commencé à lancer des vidéos. Facebook annonçait des statistiques hallucinantes en disant voilà, vous avez mis une vidéo en ligne, il y a eu 800 000 vues qui ont été faites. Et donc en fait, Oui, les annonceurs, ils ont dit ah ouais, c'est génial, je vais dépenser 1000 euros pour avoir une audience de 800 000 vues. Euh, Sauf qu'en fait, derrière, tu avais en interaction des j'aime ou un truc comme ça, 10 ou 15, et des commentaires, un ou deux. oui, Et c'est là où, en fait, il y a dû avoir des analyses extérieures sans les données de Facebook pour arriver à montrer et à prouver que Facebook gonflait, enfin, calculait de façon très étrange le, leur nombre de vues pour après être lié ça avec l'argent qu'ils pouvaient avoir dessus. Donc c'est pour ça que c'est des statistiques qui sont pas forcément mises en avant par les réseaux sociaux, parce que ce sont des statistiques qui nous semblent, nous, en tant qu'experts dans le domaine de la conversation, vraiment les plus représentatifs de ce qu'est un engagement. exactement. On l'a tous vu dans les publicités. C'est pas parce qu'on voit 1000 fois une publicité qu'elle va nous être beaucoup plus forte. Par contre, si je commence à parler d'un élément, eh bien là, ça veut dire que j'ai une volonté d'être beaucoup plus impliqué Mm. dans la conversation. Oui, on peut exposer une personne 1000 fois une publicité. On peut commenter 1000 fois une publicité d'une personne, mais on peut. Bon, bref. Mais effectivement, c'est ça. Les commentaires, c'est effectivement très très révélateur. Et c'est d'ailleurs pour ça que les commentaires sont au cœur des algorithmes justement d'interaction sur les réseaux sociaux. Quand une publication est commentée, elle a d'autant plus de chances d'être virale, d'être partagée au plus grand nombre, en tout cas d'être exposée à des personnes que cette publication peut intéresser. Donc en fait, très clairement, tacitement, tout le monde reconnaît que les conversations sont au cœur du processus, mais effectivement, ça nécessite enfin, c'est faire un effort de transparence de la part des réseaux sociaux qui ne les arrange pas forcément sur les véritables performances de ces interactions. Oui, En, référence de en, boomer, en, effectivement, boomer au sens très 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 large hein, dans ces cas-là. un boomer, c'est un état d'esprit plutôt qu'un âge. Euh, En fait, il y a aussi un point que tu as soulevé et que je trouve assez fondamental, c'est que quand on a de l'interaction euh, dessus, on peut la mesurer, mais c'est une matière brute qui est difficile. Tout le monde va dire, par exemple, on fait aussi dans les médias, c'est très important, les retours des personnes, le retour des clients, le retour critique, nous on prend en compte, tout ça. Tout le monde va le dire. Personne ne peut dire non, nous on n'écoute pas les clients, nous on n'écoute pas les avis, nous on n'écoute pas le retour. Personne ne peut le dire en fait vraiment. Mais nous on voit la différence, c'est quels sont les médias qui écoutent les personnes qui sont prêts à payer pour avoir un retour, pour pouvoir une classification des messages. Parce que s'il y a une personne qui arrive sur une marque qui dit bon voilà, j'ai fait une publicité pour de l'huile et j'ai eu 1000 commentaires dessus, et que la personne elle va pas étudier ces commentaires-là, ça va pas être catégorisé, classé, est-ce que c'est des retours positifs, négatifs, ou ça n'a rien à voir, par exemple, c'est du troll. Ça, si les personnes elles vont pas regarder, elles sont pas prêtes à mettre de l'argent pour qu'il y ait une analyse, eh bien, c'est un vœu pieux. C'est-à-dire, oui, on fait attention, oui, on a les commentaires et ainsi de suite, mais on n'est pas prêt à payer pour regarder, pour analyser et avoir de retour dessus. Et malheureusement, c'est ce que nous on voit, c'est qu'il y a un double discours. Il y a le discours, oui, votre avis est important, et dans notre discours, ben nous on n'est pas prêt à payer
avoir, avoir vos avis de façon intelligible. Et pourtant, on le voit, hein, nous, chez beaucoup de nos clients, il y a cette véritable demande d'avoir des statistiques, d'avoir de l'analyse. Alors effectivement, au niveau des réseaux sociaux, c'est encore un autre souci, mais au niveau de nos clients qui sont présents sur les réseaux sociaux, et je pense à L'Oréal, je pense à Bjorg, je pense à divers clients, hein, pour lesquels on peut assurer la modération, on a cette demande quand même de pouvoir avoir une évaluation de la tonalité des commentaires, plutôt négatifs, plutôt neutres, positifs, etc. Cette répartition, une répartition par sujet et effectivement aussi une répartition par thématique. Et tout ça, ça nécessite de pouvoir effectivement catégoriser, classer chacun des messages pour pouvoir rendre ça intelligible. Et donc au niveau de l'interface, il y a un véritable enjeu. Et là, Valentin, quand on repense à la manière justement de créer un outil de gestion des commentaires, l'interface, l'ergonomie, c'est particulièrement important. Ouais, c'est ça. Parce que bah, il faut forcément anticiper toutes les conversations qu'on peut avoir. Donc concrètement, sur les réseaux sociaux, quand on a une publication, on a un commentaire. Mais dans ce commentaire, on peut avoir une réponse au commentaire. Donc, pour qu'on puisse prendre une décision de modération, il faut qu'on ait tout le contexte. Donc, c'est-à-dire le contexte de la publication, le contexte du commentaire, le contexte du commentaire qui est à l'origine de la réponse du commentaire. Et à cette réponse-là, on peut avoir un autre commentaire qui répond à la réponse du premier commentaire. Donc là, il faut évidemment arriver enfin, pas synthétiser, mais bien tout présenter sans que ce soit trop imposant et trop comment dire, Trop lourd. oui, voilà, que ce soit trop lourd visuellement pour que la décision de modération soit prise beaucoup plus rapidement et que ce soit pas chronophage et qu'on ne perde pas du temps. Il est là, en fait, tout le challenge du Et comme développement. on parlait, la décision de modération, c'est un des aspects. Donc il y a Mm. aussi l'aspect de catégorisation, de Ouais, savoir par c'est ça. exemple la tonalité. Tonalité, c'est qu'on entend, est-ce que c'est un message plutôt positif, négatif ou neutre. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre aussi une rubrique, une thématique? Par exemple, est-ce que c'est une thématique jeu concours? Et c'est quelque chose que. Il y a eu beaucoup de réactions et d'interactions quand il y a un jeu concours, mais Ouais, ça ça. ne veut pas forcément dire que c'est une interaction, réaction en dehors de certains autres thèmes. Par exemple, tu as pu citer certaines de nos marques, mais par exemple, est-ce que c'est plutôt bien-être? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt je me pose des questions sur un produit? Est-ce que je me pose des questions sur la composition d'un produit? Est-ce que je me pose des questions sur l'éthique derrière, par exemple, certaines barres chocolatées, est-ce que ça contient de l'huile de palme ou ainsi de suite? Et donc, ça fait que nous, on doit non seulement avoir proposé au modérateur de pouvoir décider oui ou non si le message correspond à la charte ou pas, mais aussi pouvoir catégoriser et ainsi, derrière, créer des rapports. Donc là-dessus, il y a toute la partie veille et analyse de ce que nous on fait. Et C'est qui, Mm. ouais, Ouais, non, mais c'est exactement ça. On a enfin, il y a quatre aspects. Il y a les connecteurs, comment on harmonise, comment on pense, comment on comment on valide ces récupère les données, connecteurs, comment on comment on récupère les récupère les données, données, exactement, comment on les agrège et comment on les centralise. L'interface, comment on rend tout ça conforme aux usages et aux attentes, à la fois les usages de nos équipes, mais aussi les attentes de nos clients, hein, pour permettre d'avoir le meilleur community management conversationnel possible, une modération qui soit la plus précise possible, la plus pertinente, avec les fonctionnalités qui vont avec et leurs évolutions. Le troisième point, c'est les enjeux qui sont liés à la création, mais à l'évolution aussi de la plateforme en tant que telle et de tous les réseaux sociaux pour vraiment suivre à chaque fois les différents modules qui viennent s'agréger. Instagram, c'est pas seulement des photos avec des commentaires, c'est IGTV, c'est le boomerang. Enfin, il y a énormément de choses qui viennent s'agréger. Il y a les dark posts aussi pour toutes les campagnes Et les publicitaires, PLs donc tous les aussi. posts sponsorisés. Et puis, il y a cette restitution du travail. Une fois qu'on a vraiment fait le travail de community management ou de modération sur ces conversations, comment on restitue ça, comment on l'analyse, comment on revient sur tous ces contenus qui ont été traités, qui ont été passés à la moulinette à la fois de nos outils et de nos équipes, pour restituer, dire voilà, on a modéré, on a traité tant de choses, on a répondu.
Les statistiques sont celles-ci et on a pu identifier des phénomènes en ligne autour de tel mot, de telle expression. Tout ça aussi, c'est un vrai défi parce qu'une fois qu'on a tout connecté, il faut pouvoir avoir cette interface de restitution, Benjamin, hein, qui tient la route, quoi. En fait, ce que toi tu appelles l'interface de restitution, ce sont un peu les rapports. C'est un rapport, les investigations, les analyses. Exactement. Ça aussi, c'est un point sur lequel je suis très content de travailler ici. C'est sur les données de ce qu'on appelle le big data, au vrai sens du terme big data. Donc nous, on gère à peu près 3 millions de messages par mois. On conserve les données sur une année. Donc on est à peu près dans les alentours de 26-27 millions de messages. Dessus, sur ces 27 millions de messages, il faut pouvoir les analyser et arriver à extraire des statistiques qui soient pertinentes. Et un des gros travaux que nous, on a eu à faire, c'est de pouvoir créer des rapports qui ont le plus de sens possible à nos clients. Et ce travail-là, c'est vraiment un travail assez titanesque. Parce que non seulement il faut avoir la capacité en amont de produire et de catégoriser, de mettre ça dans les bonnes cases, les différents messages, mais une fois qu'on l'a fait, il faut arriver à être pertinent pour récupérer les données, et surtout les données qu'on n'avait pas forcément prévues à la base. Et pouvoir ainsi, par exemple, toi, Steve, quand tu fais de la veille pour faire des recherches sur une évolution de certains mots, de certaines expressions ou d'une certaine tonalité à travers le temps, ça n'a pas forcément été prévu au départ, mais il faut investiguer sur plusieurs années, plusieurs mois, pardon, voire une année entière, pour voir une vraie évolution dessus. Exactement, Donc une ça vraie aussi, c'était tendance, ouais. un des gros défis techniques qu'on a dû faire pour notre nouvel outil. C'est non seulement permettre récupérer avec les différents connecteurs, deuxièmement, avoir une interface nous permet d'avoir des algorithmes performants et aussi des humains derrière pour pouvoir gérer ce flux de données qui est assez bon. Mais après, sauvegarder, respecter la RGPD et pouvoir donner des statistiques pertinentes pour nos clients. Et donc, en fait, vraiment extraire la valeur ajoutée des commentaires. Parce que chaque commentaire pris individuellement a très peu de valeur ajoutée. Mais c'est ce qui fait la force, par exemple, de Amazon. Amazon a bien compris tout ce qui est le Web 2.0, c'est qu'ils font travailler les personnes, les produits gratuitement pour qu'ils fassent un commentaire. Donc, un commentaire géré un par un n'a quasiment aucune valeur. D'ailleurs, on n'est pas récompensé quand on construit ça, à part le fait d'avoir répondu à 1000 commentaires sur Amazon. Mais l'ensemble des milliards de commentaires d'Amazon est ça une de ses plus grandes valeurs ajoutées. Quand je vais sur un produit, je regarde des avis. Et dessus, quand je vais sur un post ou sur un commentaire, par exemple, sur Le Parisien, Le Monde ou le journal local comme la Dépêche du Midi, quand je vais sur un post et une actualité, des fois je vais sur les commentaires pour regarder s'il y a eu des témoignages. Et c'est ce que nous faisons aussi. On retourne et on remonte aux journalistes les témoignages que l'on a eus. Et là-dessus, en fait, on a une vraie interaction, on a une vraie, des fois, sentiment. Que ce soit pour le bon ou pour le moins bon. Oui, bien Par sûr. exemple, on regarde un post qui va parler de l'écriture inclusive. Si on veut voir, par exemple, les boomers, je pense que c'est un post très intéressant à regarder. Et on verra, en fait, dans les commentaires, à quel point, pour certaines personnes, c'est très, très, très important, l'écriture inclusive. Et là, on a besoin de plusieurs échelles, effectivement, d'appréciation. On a les commentaires individuellement, hein, comme tu disais, qui peuvent être intéressants. Les témoignages qui montrent des attentes individuelles ou un intérêt enfin, qui émane d'une personne en particulier, ou un témoignage digne d'intérêt d'une personne. Et puis on a les tendances d'opinion, les tendances de commentaires, tendances de retour, ou même les tendances lexicales en fait qui font que on peut avoir un terme ou une expression qui émerge et qui va vouloir dire quelque chose ou qui va être significative d'une certaine pratique, d'un usage, et ça va avoir aussi une énorme force. Quand une marque veut connaître sa communauté, c'est intéressant de voir comment cette propre communauté qui s'exprime va s'approprier un langage autour de la marque. Par exemple,
c'est comme exactement faire du Twitch sans avoir les codes de Twitch, c'est compliqué. Être sur, je sais pas, du community management d'un robot ménager par exemple et pas s'exprimer, pas parler des appareils vendus de la même manière que sa communauté, ça peut être très très problématique. Ça peut être très très gênant. Donc effectivement, c'est à nous aussi de savoir bien identifier ces phénomènes et les restituer parce que c'est ça qui a vraiment de la valeur, quoi. Oui, être décalé aussi, on peut voir aussi malheureusement le bad buzz, à quel Oui, point il arrive très très fort. Je prends le dernier exemple de Evian, qui fait une publicité. C'était, il y a eu un retour qui était très fort, ils ont paniqué et ils se sont excusés et les excuses ont provoqué encore plus de rapports dessus. Et en fait, on nous apprend pendant longtemps en tant que community manager à répondre rapidement, des fois ne pas laisser les choses se décanter, il faut vraiment agir de suite. Parce que si tu réagis pas, en fait, c'est vraiment des fois dans les embêtements. Mais d'un autre côté, quand on a réagi trop vite, en fait, c'était des comptes, au départ, c'était des comptes humoristiques qui ont repris ça et des personnes, elles ont pris peur de oui. suite. Parce qu'elles n'ont pas réussi à analyser les commentaires, ils n'ont pas réussi à analyser, de savoir est-ce que c'est un bad buzz, est-ce que c'est un vrai bad buzz, est-ce que c'est quel est le Artificiel, type oui. de communauté qui a répondu. Parce que quand on ne connaît pas, je sais pas, un humoriste, quand on fait des expressions et de certains personnages qui sont de l'extrême droite, de l'extrême gauche, ou des si c'est Hanouna qui répond, on sait que c'est pas les mêmes acclabis que si c'est Emmanuel Macron ou que si c'est une personne lambda. Et pour analyser ça très rapidement et en temps réel, il faut de l'expérience. Oui, bien sûr. Là, c'est la partie contexte, en fait. C'est comme Mm. être une personnalité politique et citer très sérieusement un article du Gorafi. Bon, j'ose espérer que ça ne se reproduira plus dans les prochains mois, mais effectivement, ça a été une pratique. Alors, Macron Hanouna, c'est Un pas si moment loin. Non, il y en a un historique. qui va peut-être animer le débat auquel l'autre va participer, on verra bien. Euh, mais effectivement, les lignes commencent à se brouiller un petit peu. Benjamin, un autre point peut-être avant de prendre des questions, s'il y en a, surtout n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions, on y répondra avec plaisir, même si des éléments sur lesquels on a pu s'attarder ou pas justement ne sont pas clairs, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais il y avait une phrase qui te tenait à cœur, on en a un petit peu parlé, choisir, c'est renoncer. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Vous Donc, avez quatre. c'est une citation. Ouais, c'est une citation. J'ai pas mis l'auteur parce que tout le monde peut dire que c'est pas la citation originale. Choisir, c'est renoncer. Parce qu'en fait, comme on a pu le voir, en fait, on a différents réseaux sociaux. Donc, déjà, nous, on doit choisir les réseaux sociaux sur lesquels on est présent. On doit choisir aussi avec nos clients, parce que certains de nos clients ont des espaces personnels, euh, des forums, et ainsi de suite, et ils veulent des fois avoir des connecteurs dessus. Et nous, malheureusement, on ne peut pas être sur tout. On ne peut pas être, par exemple, sur du WordPress, on ne peut pas se connecter à toutes les personnes qui ont un Drupal, un CMS particulier. Et on ne peut pas être non plus sur TikTok et ainsi de suite. Donc en fait, on doit faire des choix technologiques pour savoir sur se concentrer sur certains connecteurs qui nous semblent être le plus pertinent. Autre point, une fois qu'on a fait ce choix-là et qu'on a renoncé à certains connecteurs, on doit renoncer aussi à certaines particularités. Donc en fait, nous, on peut liker un commentaire, on peut bannir une personne dessus, mais toutes les plateformes ne font pas ça. Ou par exemple, des fois, ont beaucoup plus d'interactions. Sur Facebook, on peut liker, faire un like, on peut aussi avoir des réactions énervées, amusées, et ainsi de suite. Et ça, nous, dans notre outil, pas quelque chose que l'on va mettre en place. Pourquoi on va avoir quelque chose de générique qui va être simplement un partage pour dire oui, la marque apprécie ton commentaire, mais ça va être le même pour YouTube, pour que ça s'appelle Twitter, et ainsi de suite. Mais on va pas pouvoir être beaucoup plus fin. Donc nous aussi, on renonce dans les types d'interactions qu'on peut avoir avec les plateformes. Mais justement, En fait, pour les marques, enfin oui, oui, il y a
il y a de vrais enjeux par rapport à ça, parce qu'il y a aussi des outils qui font très bien la gestion de la relation client, hein, les outils de CRM typiquement, et la place va être donnée davantage à l'assignation, au suivi des tâches, etc., à l'historique, ce qui n'est pas forcément, nous, notre cœur de préoccupation. On a aussi renoncé, comme tu peux le montrer, à par exemple à avoir un suivi des personnes. Euh, Déjà, grâce à la RGPD qui permet de protéger en fait certaines personnes de ne pas être tracées et suivies à travers les différents réseaux sociaux. Et en plus, on peut même pas être sûr que le même nom de prénom remonte à une personne. Et là, il y a quand même, on peut dire quand même quelque chose de positif par rapport aux réseaux sociaux, c'est qu'ils ont amélioré la confidentialité des personnes. Et ça, en Oui. fait, c'est un choix qu'on a fait. On a renoncé au traquage des utilisateurs pour des raisons éthiques et aussi pour des raisons de philosophie. C'est ce traquage-là, des fois, est le cœur de métier de certaines autres applications qu'on a pu voir pour du commerce. Eux, c'est pour voir si, par exemple, le Salesforce, son cœur de métier, c'est d'arriver à pouvoir suivre une personne, pouvoir dire est-ce qu'on a proposé un devis, engager une conversation avec lui, engager un devis, engager Oui. une réponse, une facture, voilà dessus. Et sur les commentaires, on n'est pas là pour transformer tous les commentaires en futurs potentiels acheteurs de quelque chose, d'une marque ou d'un abonnement ou ainsi de suite. C'est pas notre cœur de métier. On n'est pas vraiment une agence publicitaire. Parce que ça tient Donc ça aussi, on aussi, a. ouais, ça tient aussi à la typologie de nos clients, où effectivement on peut intervenir pour des annonceurs, bien sûr, mais avec un angle particulier, mais aussi pour des médias, pour des institutions par exemple. Et choisir, c'est renoncer, mais on doit aussi pouvoir assurer les besoins de tous ces secteurs de manière homogène. Et donc forcément, ça joue sur notre développement, ouais. Et enfin, dans une dernière partie, c'est que l'on aussi on renonce dans certaines structures à, que ça s'appelle pour des raisons, je vais dire éthiques. Et c'est là un point pour moi qui me tient à cœur, c'est on a accès à beaucoup de données publiques. Donc on peut se dire on est protégé en disant que la personne a dit publiquement cette partie-là. Mais nous, notre but n'est pas de traquer et de renoncer à, nous, on a renoncé au fait de maintenir un lien entre les différentes pages Facebook, entre les différentes marques aussi. On a cloisonné cette partie-là. On a cloisonné aussi le public du privé. Ce qu'une personne nous dit en privé, on ne peut pas le lier avec ce qu'une personne nous a dit en public. Et là, lorsqu'on fait des rapports et des statistiques, on a une bonne séparation de ça. On va pas récupérer ce que dit une personne pour, par exemple, L'Oréal et regarder ce que fait une autre personne pour un concurrent, même si on a accès aux deux. En fait. On a renoncé aussi à, 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 à ce croisement de données. Oui. Et alors, on a renoncé à des choses, mais on a aussi réitéré notre volonté de conserver d'autres éléments. Et on est en train justement de développer ce successeur à notre outil actuel. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait comme choix fort, justement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, dans les choix forts que l'on a fait par rapport à une évolution, par rapport à ce qu'on appelle le safe screen, c'est déjà un cloisonnement entre le privé et le public. C'est une forte amélioration de, de l'IHM pour que les utilisateurs puissent être beaucoup plus réactifs. Donc en fait, on a vraiment essayé d'améliorer euh, les modules de réaction. C'est-à-dire, j'aime, je fais un commentaire, et quand je fais un commentaire, j'ai le contexte du commentaire. Une fois que j'ai fait mon commentaire, je peux savoir qui c'est qui a fait ce commentaire-là, et avoir après des statistiques en interne qui nous permettent de dire, voilà, ça c'est le nombre de commentaires que l'on a fait, et c'est le nombre de réponses positives, négatives dessus. C'est le nombre de likes qu'on a effectué. Donc en fait, on a poussé notre volonté sur plus de données de ce qu'on a produit en interne.
Donc ça veut dire une meilleure valorisation des données. Donc voilà, on a vraiment travaillé dessus. Et l'autre point après derrière, c'est aussi toute l'évolution de nouveaux outils, c'est permettre sa maintenance. Parce que quand on a un outil de 10 ans, qu'on a utilisé une technologie qui n'est plus supportée, et que la technologie évolue, nous, rien que pour être d'actualité, ça c'était un travail qui était obligatoire. Donc voilà, Oui, c'est ça. on est aux différents axes. C'est un aspect que, évidemment, le public ne verra pas, que nos clients ne verront pas forcément, mais même que les modérateurs chez nous ne verront pas nécessairement. Et il y a des modérateurs dans le chat hein, qui suivent le stream forcément. Il n'y aura pas, peut-être pas forcément une différence très flagrante, encore que, effectivement, sur l'ergonomie, etc., il y aura des avancées. Hein. Valentin, tu pourras le confirmer. Mais derrière, dans Oui. l'architecture, le fait de pouvoir intégrer beaucoup plus facilement de nouveaux modules et pouvoir suivre de manière plus flexible toutes les évolutions des réseaux sociaux sur leurs pratiques, sur leurs fonctionnalités, sur les nouveaux modules, etc. Tout ça, ça va permettre quand même de gagner en souplesse, de gagner en facilité, même d'entretien pour vous sur le long terme. Donc déjà, ce nouvel outil permettra de faciliter la vie des devs au long terme. Et donc déjà, ça, c'est quand même pas mal. Il faut aussi savoir que comme notre outil a 10 ans, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué en 10 ans. Et donc en fait, on a dû modifier notre application au fur et à mesure. Et donc on est parti d'un data model, d'une structuration de données qui était pensée et axée à l'époque, c'était pour un gros client qui était en dehors des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont arrivés après. Donc en fait, on a une philosophie qui a été qui a évolué, qui a changé pendant des années, des années, des années d'évolution. Donc on s'est retrouvé avec un, une sorte d'outil qui est assez performant dans ce qu'il fait, mais qui est arrivé à bout d'un système. Et donc nous, on a essayé de reprendre avec une approche en disant, voilà, cette partie-là, accès est plutôt bonne et va nous permettre d'avoir une grande évolution. Et donc on va repartir axer dessus et on va mieux catégoriser les données. Et donc c'est cette partie-là que nous, on reconstruit dessus pour après permettre aussi des évolutions. Et dans quelques années, on aura deuxième version, troisième version, quatrième version, permettre d'avoir une meilleure approche de l'évolution des réseaux sociaux. Notre outil évoluera en même temps que les réseaux sociaux. Je crois qu'on a un petit problème, le stream vient de se couper. Ah Parce bon? que de toute façon, ça faisait Est-ce déjà 1 heure de stream. est-ce que dans le chat, vous pouvez nous confirmer si vous nous voyez toujours, si vous nous entendez toujours? Non, C'est reviendu. je crois que ça a un Donc, tout petit peu frisé à un moment et que c'est revenu après, ouais, effectivement. alors, n'hésitez pas à Alt F5 et pas Alt F4, hein, attention. Pour rafraîchir la page, ça arrive souvent ce genre de problème. Pas de panique. Mais oui, oui, ça va être un meilleur suivi de l'évolution des réseaux sociaux et pas seulement, puisqu'on on a des commentaires et des conversations en ligne sur d'autres supports que les réseaux sociaux. Hein. On pense aux sites de presse notamment, on pense aux plateformes d'avis en ligne. Par exemple, YouTube est un réseau social, mais c'est aussi une logique un petit peu différente. Donc effectivement, on a tous ces espaces de commentaires à appréhender, à homogénéiser de notre côté pour en rendre le traitement plus simple de la part des modérateurs et des community managers. Et pour paraphraser quelqu'un qui est responsable du développement chez nous et qui fait partie de ce chat, plus c'est simple pour l'utilisateur et plus c'est compliqué pour les développeurs. Donc là, ça vous rend la tâche quand même un petit peu plus compliquée, Benjamin. C'est sûr que le travail doit être fait et on a vraiment essayé de vouloir que chaque personne se concentre sur son domaine d'activité. C'est-à-dire qu'un modérateur ou une personne qui va faire de la réponse, il faut qu'elle ait les outils et qu'elle puisse se concentrer sur uniquement cette partie-là. Quand on est plutôt sur la supervision ou sur la réaction, la réactivité, par exemple, s'il y a un attentat ou ainsi de suite, nous, il nous faut activer nos filtres, modifier nos filtres pour prendre en compte des différents éléments et pour être beaucoup plus pertinent dans nos choix. Donc en fait, chacun de ces rôles
l'outil doit pouvoir y répondre de manière optimale. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais on a aussi un problème d'administration, enfin un problème, en tout cas un enjeu d'administration et de gestion des différents droits d'intervention. On a des modérateurs, on a des superviseurs qui doivent pouvoir avoir une idée du travail de chacun, pouvoir répartir des rôles, pouvoir peut-être effectivement modifier des filtres, etc., récupérer des tâches qu'on a pu leur assigner ou que des modérateurs ont pu leur transmettre. Et puis on a derrière des droits d'admin, voire de super admin, et puis des droits extérieurs, ceux des clients pour avoir une partie d'analyse et peut-être d'intervention. Et tout ça, effectivement, ça crée un millefeuille de droits qui rend le développement encore un petit peu plus délicat à appréhender. Ça a été un des principaux problèmes et qui a permis en fait d'acter le changement du nouvel outil, c'est qu'on part aussi sur une philosophie de gestion des droits qui est un peu différente. Dans le premier outil, on était sur une gestion des droits très 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 fin, et on se retrouvait malheureusement à ce qu'un utilisateur avait un nombre exponentiel de droits, suivant les groupes où ils étaient, suivant le client qui était, suivant la ressource du client qui était, et suivant les différents éléments de la ressource de ce client-là. Donc nous, on a essayé de simplifier cette partie-là et on a regroupé à différents niveaux, qui vont être plutôt modérateur, superviseur et ainsi de suite. Parce que pour moi, un bon droit, c'est un droit qui est compréhensible par la personne et qui nous permet en fait d'être euh, plus, plus simple à utiliser. Parce que j'ai eu un peu d'expérience sur la gestion électronique de documents dans les grosses sociétés de services. Et plus les rôles étaient complexes, plus à la fin, au bout d'un an ou 2 ans d'utilisation, tout le monde était un administrateur, puisque les personnes n'arrivaient pas à gérer les droits de façon finement. Et quand on a besoin de débloquer la situation, généralement, la solution de facilité, c'est passer les personnes en administrateur. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu essayer d'éviter sur cette nouvel outil, en ayant une gestion des droits beaucoup plus simple, mais mieux maîtrisée. Ok, il y avait plein de jeux de mots possibles avec le mot admin là-dessus, mais on va peut-être s'éviter ça, surtout que s'épargner ça, surtout qu'il est 16h07, donc il va bientôt être temps de mettre fin à ce premier stream. S'il y a des questions, on les prend volontiers, peut-être des éléments à éclaircir ou des questions sur des réseaux sociaux en particulier ou des pratiques en particulier qui peuvent voilà, être sujettes à évolution ou à interrogation. Vraiment, n'hésitez pas. Valentin, est-ce que de ton côté, tu as quelque chose à rajouter peut-être sur l'interface, sur l'ergonomie, sur la difficulté justement de renouveler un outil tout en gardant des codes qui existaient? Parce que c'est pas évident non plus. Tout le monde s'attend à avoir au minimum la même chose, mais en mieux. Mais qu'est-ce que ça veut dire en mieux? Est-ce qu'il y a un consensus par rapport à ça? C'est ça. Alors déjà, ce qui a été intéressant dans le processus de développement et pardonnez-moi l'anglicisme, de brainstorm du nouvel outil, c'est les interviews que j'ai réalisées. Donc j'ai parlé avec chaque modérateur qui souhaitait participer à ces interviews pour savoir un petit peu comment ils imaginaient bon, on va pas parler de refonte parce qu'on est complètement sur un nouvel outil, mais comment ils imaginent le nouvel outil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les gêne aujourd'hui avec cet outil? Et étonnamment, il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont dit que finalement, l'outil, ils y étaient habitués et que s'ils avaient quelque chose à changer, ben, ils ne changeraient rien, puisque de leur point de vue, l'outil fonctionne et tout va bien. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. Et l'autre grand défi du développement de ce nouvel outil, c'était un challenge purement visuel et qui est au cœur des tendances de web design et de développement web ou développement d'interface. C'est est-ce on intègre le dark mode dans notre outil? Et ça, c'était quand même une grande question et on a finalement opté pour une version dark mode. Ouais. Oui, il y a eu on a aussi fait de demandes d'analyse un peu scientifiques. Je vous remercie Ouais. aussi Mathieu
d'avoir regardé cette partie-là. À l'heure actuelle, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de consensus sur le fait qu'utiliser un dark mode, ça va vraiment améliorer sur une utilisation à long terme et ainsi de suite. Ça prend tellement de contexte et de personnes dessus. D'ailleurs, on a même fait des sondages sur ce qui préfèrent le dark mode ou le light mode, ainsi de suite. Je pense qu'en fait, c'est là où on découvre que il y a encore une grande partie d'artisanat et de sensibilité sur comment on présente un outil de suite. On n'était pas là non plus pour révolutionner l'IHM, donc c'est pour ça qu'on était déjà sur un thème sombre avec notre outil actuel. Et donc on est resté sur cette thématique-là avec le nouvel outil. C'est sûr que là, ça nous a été assez utile de voir le retour sur ce genre de sujet. Bah, en sachant qu'on développe un outil pour les modérateurs, c'est quand même assez important de les mettre au centre, peut-être pas au centre, hypercentre du projet, mais au moins de les faire participer, parce que cet outil sera fait pour eux finalement. En On fait, sera pas les... c'est une approche qui est assez novatrice, on va dire. Non, mais réellement novatrice, parce que tout le monde va dire oui, les opérationnels, c'est le cœur de notre métier, et ainsi de suite. Dans la réalité, surtout dans les grosses boîtes, j'ai vu que c'était c'est vraiment pas le cas. En fait, hein. Ouais. C'était la personne qui faisait Ouais, le design, ainsi de suite, qui avait une vision, et ainsi de suite. Et généralement, on revenait sur. Enfin, moi, je viens du milieu industriel. C'était le parent pauvre de la situation. Alors là, je suis content qu'on a vraiment eu un retour d'une majorité de personnes. Ça, et merci c'était un point également positif. aux personnes qui sont dans le chat et qui se reconnaîtront. On pense à vous. Surtout il y a l'interface qui est importante et la manière de pouvoir appréhender l'outil par les community managers et les modérateurs. Et il y a aussi tout ce qui leur permet, tout ce qui permet à toutes nos équipes de faire un meilleur travail, mais qui ne se verra pas dans l'interface. Tu parlais de Google Perspective tout à l'heure, Benjamin. On a quand même pu implémenter pas mal de choses qui vont grandement améliorer les performances globales de notre équipe, enfin d'Achik en tant que tel, hein, nos services sans forcément alourdir l'interface. Enfin, on a quand même on a un potentiel qui va être surmultiplié aussi avec le développement d'un nouvel outil. Oui, ça, c'est en fait un des buts aussi de nouvel outil. Mais ce n'est pas forcément le cœur du système. Nous, notre interface avec Google Perspective d'intelligence artificielle va être s'appelle un élément pour vérifier si on n'a rien oublié. C'est vraiment une sécurité supplémentaire. Et ça, suivant son évolution, si on est de plus en plus sûr que le modèle d'intelligence artificielle répond à nos normes, là, on pourra le voir de plus en plus de place dans notre système d'information. C'est un module que l'on a, qu'on a intégré, mais qui n'est pas en première ligne. Ça va être un module qui va plutôt être en dernière ligne pour vérifier le travail. Oui. Mais qui va ajouter une brique de compétences supplémentaire au sein de l'outil, quoi. Ce qui fait que, bah, effectivement, on a quand même la technique qui vient compléter ce trio gagnant avec la modération et le CM parce que sans cette dimension technique, on ferait évidemment beaucoup moins de choses et on perdrait une énergie folle Et sur énormément de choses, quoi. après, en fait, nous, avec un peu d'expérience, on voit aussi la différence de ceux qui ont fait le choix de tout technique. Certains de nos concurrents ont fait le choix de tout technique. D'un point de vue purement financier, c'est peut-être utile pour eux. Mais nous, on a fait le choix d'avoir un aspect un peu plus modéré dans la modération, euh, en prenant en compte le côté humain. Par exemple, là, si on fait des tests avec des intelligences artificielles, avec un peu d'expérience, on arrive à très facilement contourner le système. Par exemple, si on doit prendre Oui, enfin, un de nos, on a cet exemple, ouais, de effectivement. nos concurrents, simplement, des fois, on peut tester les intelligences artificielles et on dit la différence entre je vais te tuer et je vais me tuer. Je vais te tuer, ça va être refusé. Je vais me tuer, ça va être accepté. Donc,
Pourquoi? Parce que c'est pas une menace envers l'autre personne. Et ils ont raison. Mais nous, on laissera passer aucune des deux points. Ouais, non, exactement. Ça se rapproche un petit peu de tous les tests, même philosophiques, qui peuvent se faire autour de la voiture autonome, par exemple, avec de la prise de décision. Ça va être la même chose, en fait. Nous, on va chercher à minimiser les risques, forcément, mais aussi à maximiser la valorisation des commentaires. Donc, beaucoup d'éléments, Et, forcément, vont et nous donc, intéresser. une des forces que l'on a à la Chic, ce sont les modérateurs. Et d'ailleurs, on le voit dans les commentaires, hein. Ils sont très très motivés. Surtout Florian pour la team Dark Mode. Donc ça, Non, non, mais c'est certain, les community managers et les modérateurs sont la vraie force. Et effectivement, quand on fait le choix d'une modération 100% automatique, c'est effectivement pour assurer un minimum. Alors, pour le coup, le mot syndical, quand on est 100% automatique, ça s'applique pas forcément, mais un minimum nécessaire ou faire de la modération un mal nécessaire, alors que ça peut être effectivement une source de valeur. Et notre philosophie, celle qu'on défend, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir valoriser au maximum la pertinence des interactions, des commentaires, des communautés, leurs interventions et les retours d'expérience de tout un chacun. Donc c'est ça aussi qu'on doit pouvoir retranscrire grâce à une technique efficace. S'il n'y a pas d'autres remarques, s'il n'y a pas d'autres questions qui émanent du chat, je pense qu'il va être temps de lâcher l'antenne, hein, tout simplement, de la rendre comme à l'ancienne. Oui, j'ai des références de télévision. Mais en tout cas, merci beaucoup Benjamin d'avoir pris ce temps. Merci à Valentin. Merci aussi à Mathieu qui aurait dû être là, mais qui était quelque part avec nous. Donc toi-même, tu sais, Il était là Mathieu. sans être là. Voilà, il était là sans être là. Et puis merci à toutes et à tous pour avoir suivi ce chat, suivi le stream en général. Et puis on vous dit à très bientôt au mois prochain pour le conf call numéro 2 qui sera très probablement consacré à TikTok, un réseau entre utilité et futilité, forcément avec deux aspects qui sont tout aussi intéressants l'un que l'autre. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt pour la suite. Merci à merci. tous. Au revoir. Salut. Salut!